que je vais vous présenter, c'est une idée qui m'est venue pendant que je travaillais sur le carnet de notes, justement. Parce que, et puis surtout en recevant les feedbacks initiels après qu'on ait mis à disposition la version 1.9, beaucoup d'utilisateurs trouvaient que c'était trop compliqué. Et puis moi personnellement aussi, j'avais du mal à me retrouver, même si c'était moi qui avais travaillé dessus. Donc c'est une idée qui s'applique à toutes les interfaces d'utilisateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une interface d'utilisateur? C'est simplement un outil, un logiciel qui... qu'est-ce que c'est que ça? Attends, juste une minute. Il faut que je relève le... Il faut pas qu'on fait chier dessus. D'accord, merci. Donc, quand vous utilisez un logiciel sur l'ordinateur, il y a une interface d'utilisateur. Et donc, c'est les boutons, les icônes, tout ça. C'est ce qui constitue l'interface d'utilisateur. Et quand il y a trop d'options et trop de paramètres de réglage, ça peut prêter à confusion et aussi décourager ceux qui veulent apprendre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent Moodle, qui l'installent et qui essaient de paramétrer pour leurs besoins et qui sont découragés par le nombre de paramètres qu'il y a, le nombre d'options et simplement aussi les documentations qui sont, bien qu'elles soient très riches, justement, il faut tout lire. Il faut apprendre tellement de choses à la fois qu'ils peuvent se décourager et dire bon, je vais laisser quelqu'un faire ça avec une plateforme commerciale, on va payer quelqu'un pour faire ça pour nous. Alors, l'idée est très simple, je vais juste souligner les points principaux, on va en discuter ensemble. Je vais parler de l'ergonomie et de la flexibilité. Je vais définir ces termes-là, parce qu'ils sont un peu bateaux aussi. Le problème entre les deux, les solutions qui sont proposées par certains logiciels actuels, et ensuite une proposition que j'ai. Alors, pour commencer, simplement, c'est la facilité d'utilisation, l'ergonomie. Est-ce que l'interface est facile à utiliser? Est-ce qu'on peut la prendre en main assez rapidement et facilement? Et bien, une fois qu'on l'a apprise, est-ce qu'elle ne demande pas trop d'efforts à utiliser? Alors, utilisabilité, c'est pas français, je pense. Pardon? Oui, je sais que c'est utilisé, mais c'est pas forcément correct. Alors, j'ai encore inventé un autre mot. Pour flexibilité, ça référence aux choix qui sont disponibles, la configuration possible, c'est ce qu'on peut faire avec un logiciel, combien de liberté ça nous donne, et donc un mot que vous comprenez mais qui ne veut rien dire, c'est la modifiabilité. La possibilité de modifier ce qu'on fait avec, en l'occurrence là, avec Moodle. Alors le problème qu'on a, c'est que plus, en général, c'est une règle générale, c'est pas toujours vrai, plus on veut de flexibilité, et plus on doit ajouter la complexité au programme. Et donc, plus on perd d'ergonomie. Le programme devient plus difficile à apprendre et à utiliser. C'est une règle générale qui se prête d'ailleurs à la polémique, puisqu'on a eu des discussions assez engagées sur le forum anglais. Mais en général, on est d'accord que l'interface, quand elle est très très simple, elle est aussi réduite en flexibilité. On ne peut pas toujours faire beaucoup de choses avec. Voilà, un exemple qui était donné, c'était Google, qui est, bon, c'est très simple, on tape, on cherche, voilà, on a nos résultats, c'est très puissant, mais dès qu'on veut avoir plus de liberté, de flexibilité, il faut aller dans la recherche avancée, et là, il y a plus de champs déjà, il y a plus d'options, et ben, il faut apprendre à qu'est-ce qu'il veut dire les champs, il faut apprendre à s'en servir. Alors, quelques solutions actuelles. Il faut pas faire la question. Alors, il y a des valeurs par défaut, simplement, c'est ce qu'on fait en ce moment avec Moodle. On choisit bien les valeurs qui sont par défaut pour que ça convienne au plus grand nombre d'utilisateurs. Et on a tendance aussi je n'ai pas mis dans la liste, il y a une autre approche du genre on peut cacher les options avancées pour que ça puisse être affiché seulement si on le veut, si on a confiance en soi. Alors ça marche dans la plupart des cas, mais il y a aussi ceux qui veulent faire des choses qui ne sont pas
prise en charge par les valeurs par défaut, ils doivent aller mettre leur nez dans les paramètres avancés. Et là, ils se heurtent à une barrière de complexité. Alors ensuite, il y a l'approche modulaire du genre Firefox. Simplement, il vient avec très peu d'options et d'outils. Et il y a une sorte de catalogue de modules qu'on peut télécharger et installer selon nos besoins. Et Moodle aussi a cette approche-là avec les modules, mais c'est un peu plus limité déjà. Ensuite, il y a une approche que je n'aime pas du tout, moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment ça, je pense que oui. Mais par exemple, dans Office, il garde en mémoire seulement les menus, enfin les options que vous avez utilisées récemment. Et le reste, elles sont cachées, à moins que vous appuyez sur un bouton. Et moi, j'aime pas ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit... voilà. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres approches qui permettent de justement équilibrer entre l'ergonomie et la flexibilité? Si vous voulez. Par profil, d'accord. Donc en fait, c'est un peu comme l'approche par défaut. Une fois qu'on a choisi nos paramètres, on peut les sauvegarder en tant que profil et les partager avec d'autres personnes. Et ceux qui sont utilisés les plus souvent, ben, on pourrait les mettre dans Moodle de base, quoi. Voilà, profil d'utilisateur. Une autre approche à laquelle je pense, c'est quand on installe un logiciel, on a justement des profils. On peut choisir si on veut tout installer à la fois, si on veut installer une installation de base, et puis on peut choisir plus en détail les composants qu'on va installer. C'est une autre approche. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que les composants que tu n'installes pas, en général, le chemin pour y retourner et pour aller les redécouvrir, il est trop long. En général, tu les oublies. Oui, tout à fait. En général, on les fout dans une boîte, on n'a plus la démarche d'aller à un moment donné s'arrêter en disant tiens, je vais regarder ce que j'ai laissé de côté. Donc en général, on se restreint à une utilisation qui a été bridée, définitivement bridée du produit. Alors on désinstalle tout et on recommence. Ok, il y a un inconvénient aussi, c'est que si on installe... Il y a aussi un inconvénient, compléter ce que vient de dire Valérie, c'est que quand on installe, si on ne connaît pas le rôle des différents modules, c'est justement le cas qu'on est en train de soulever, on ne connaît pas en théorie tout, et on ne sait pas si on doit l'installer ou si on ne doit pas l'installer, justement. Tout à fait, donc ça c'est une limitation, et même qui s'applique à Moodle en ce moment, justement. Alors je vais vous montrer l'approche que je propose, et bien sûr c'est quelque chose qui ne va pas se mettre en pratique, même s'il y en a qui sont d'accord ici. J'ai demandé à Martine qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a dit bon, bah, si tu fais une thèse dessus, un master, eh ben, qu'il y a de la recherche derrière, tout ça, on pourra peut-être y penser. Alors, il y a un diagramme pour tout expliquer. Et j'espère que ça va marcher parce que là, ce n'est pas avec cet outil que j'ai créé la présentation. Donc. Alors, on commence par créer un nouveau compte sur une installation Moodle. Ça peut être un enseignant, ça peut être un apprenant, justement. Ça s'applique à tout le monde. Et là, ils ont présenté s'ils peuvent activer le mode tutoriel quand ils créent leur compte. Alors, ce que ça veut dire, c'est que s'ils connaissent déjà bien Moodle, ils ne vont pas mettre le mode tutoriel, ils vont mettre toutes les fonctions activées comme tous les autres utilisateurs. Mais s'ils veulent apprendre à s'en servir et qu'ils ne savent pas, ils vont activer le mode tutoriel. Alors, d'abord, s'ils cliquent sur non, bon, c'est en mode normal. Et ensuite, s'ils disent oui, il va y avoir des menus, des options limitées. Alors, attention, ce que je vous montre, c'est conceptuel. Hein. J'ai pas encore j'ai pensé, mais je ne peux pas encore vous montrer les détails parce que ça peut être assez complexe. Donc, les menus des options sont limités et on leur présente une liste de tutoriels. Tutoriel, c'est simplement une leçon ou une sorte de cours qui permet d'apprendre à se servir des fonctions qui ne sont pas activées. Alors il peut choisir les tutoriels, ou alors il peut se servir de Moodle tel quel, avec les fonctions limitées, et si ça lui convient, il peut rester comme ça. Alors il choisit un tutoriel, après il apprend par le biais de matériel pédagogique. Alors c'est très général, hein. Ça peut très bien être un cours Moodle, ça peut être une vidéo, ça peut être tout un tas de choses, même à l'extérieur de Moodle s'il le faut. Et ensuite, on lui pose la question, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous êtes suffisamment confiant pour activer la fonction dans Moodle?
La fonction, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un module entier, ça peut être quelque chose de très, très spécifique. Alors s'il dit non, bah, il continue comme ça, avec le mode désactivé. Et il peut regarder d'autres tutoriels, peut-être qui font référence à la même fonction, ou pour continuer à apprendre. S'il dit oui, la fonction est activée. Et je parlerai du mécanisme un petit peu après. Et on pose encore la question, est-ce que vous voulez rester en mode tutoriel ou bien en sortir? Alors s'il reste en mode tutoriel, simplement, il va encore être limité, sauf que la nouvelle fonction va être activée. Et s'il sort du mode tutoriel, ben, tout va être activé. D'accord? Donc ils ont toujours l'option, à n'importe quel moment, de sortir du mode tutoriel. Et on verra plus tard qu'ils peuvent y retourner. Et les fonctions qu'ils avaient activées avant vont être gardées en mémoire. Donc ils pourront retourner dans ce mode personnel. Donc ce qui se passe là ne s'applique qu'à un utilisateur à la fois. Donc chaque utilisateur aura son propre profil de fonctions limitées s'ils sont en mode tutoriel ou pas. Alors ensuite ils utilisent Moodle s'ils sont en mode normal. Et plus tard, peut-être qu'ils auront besoin du mode tutoriel. Après tout, ceux qui ont décidé de ne pas faire le mode tutoriel au début vont peut-être se rendre compte qu'ils ont des choses qu'ils veulent apprendre. Ou peut-être qu'il y a un nouveau module qu'ils veulent apprendre et ils veulent passer en mode tutoriel. Dans quel cas, bon, s'ils disent non, ils continuent à utiliser normalement. S'ils disent oui, ils peuvent réactiver le mode tutoriel. Et dans ce cas, ils retournent à une version limitée. Et la mémoire des paramètres, comme je vous avais dit, est conservée. Donc voilà, ça c'est le diagramme, c'est la présentation conceptuelle de l'idée. On a eu quelques petits échanges sur le forum avec Valérie et d'autres. Alors, juste pour vous montrer un petit peu plus l'idée de l'activation qui pourrait se faire à distance, parce qu'on pourrait faire un cours dans la même instance de Moodle, mais aussi ça pourrait se faire à distance. Et là, le problème, c'est que vu que ce n'est pas OpenOffice, vous ne verrez pas les champs. Désolé. Je vais vous décrire, c'est pas très compliqué. Si vous avez un tutoriel, par exemple, qui se trouve sur un autre site, on va dire un site Moodle, mais ça pourrait être n'importe quel site internet, qui présente donc l'information, la personne apprend à se servir de la fonction, et après, la personne veut activer cette fonction à distance. Ben, on pourrait servir d'un web service, par exemple, qui se trouverait dans Moodle, qui serait prêt à recevoir le nom du site, le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour activer cette fonction pour l'utilisateur. Donc on pourrait faire ça à distance. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Je vais retourner au diagramme pour que vous puissiez regarder un petit peu. Pardon ? Le tutoriel serait presque mis en place sur Moodle. Oui, tout à fait. C'est un service de retour pour activer le truc sur ton... Voilà, tout à fait. Mais ça ne s'appliquerait pas, par exemple, à des modules qui ont été créés juste pour une université, par exemple, qui voudraient peut-être avoir leur tutoriel ailleurs, sur leur propre instance. Alors, des idées, est-ce que vous voyez des limitations, des problèmes avec cette approche? Au niveau des nations, il faudra regarder. Merci. Au niveau des versions, on va avoir des problèmes en fonction des options qui sont plus spécifiques aux versions que d'autres. Oui, tout à fait. Les tutoriels devraient être devraient avoir des métadatas, donc qui concernent la date la version à laquelle ils s'appliquent, pour pas que la personne apprenne quelque chose qui en fait ne va pas refléter ce qui se passe vraiment dans leur installation de Moodle. Donc en fait, un des problèmes que j'ai trouvé moi avec cette approche, bien sûr, parce que j'ai réfléchi aussi, c'est qu'il faudrait en fait avoir des tutoriels pour tout. Et s'il n'y a pas de tutoriel, on ne pourra pas désactiver la fonction, ça ne serait pas logique. La personne ne pourra pas la faire et elle ne pourra pas apprendre comment s'en servir non plus. Donc ça nécessiterait un travail énorme de création de tutoriels, à moins que vous ayez des solutions. Valérie ? On va pouvoir conditionner les options limitées en fonction de la disponibilité du tutoriel. Oui, d'accord. Ça, c'est pas plus difficile. Moi, la question que je voulais te poser par rapport à ta réflexion, c'est il s'agit d'un examen fonctionnalité par fonctionnalité à partir du moment où le truc est vraiment mis en place, les tutoriels sont là. On a vu un petit peu le coût que la banalisation des rôles a fait sur les plateformes.
Si. Oui, c'est une des limitations quand on regarde le côté technique des choses. Mais ce serait possible de se servir de ce qui est déjà en place pour faire marcher ça. Mais justement, le problème, c'est qu'on ne va pas trop. Il ne faut pas non plus prendre une approche qui ferait réécrire Moodle en entier. Ça ne vaudrait pas le coup. Nous, on a une approche plus pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on définit des espaces modèles. On fournit aux enseignants en fonction de leurs demandes et demande qu'on les aide à exprimer des configurations. Et ensuite, dans un deuxième temps, mais c'est toujours très lent, il faut du temps, c'est plusieurs mois après, pour faire un ensemble. Mais on est dans une problématique d'accompagnement. On n'est pas dans une idée de l'apprentissage autonome. Et je ne crois pas pouvoir, je suis séduit par cette approche-là. Et je pense que ça ne fait que reporter le problème, qui est que, avec Moodle, on n'est plus jamais seul. Mais il faut effectivement aller à la rencontre. Et il me semble moi qu'aujourd'hui, il y a une critique qui est faite à Moodle, c'est de devenir une usine à gaz. Je crois que ce n'est pas complètement fondé. Mais savoir que le même code va servir à des stratégies très différentes, avec des classes d'étudiants dans un cas et un Moodle un serveur Moodle pour un maître d'école et 25 qui va pouvoir venir autant de Moodle, etc. C'est vraiment des problématiques complètement différentes. Et il me semble que sans être obligé de beaucoup modifier la technologie, si on met l'accent sur l'accompagnement, le réseau, etc., on finira par obtenir quelque chose d'efficace. Il faut qualifier la communauté. D'accord, merci. Ah bah j'ai fini. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Je pensais avoir mis un autre diapo, mais il n'y en a plus. Je reviens avant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je n'ai pas trop envie de trop parler, moi je suis fatigué aussi. Quand on regarde le comportement de l'utilisateur lambda pour la carte de genre qu'on utilisait hier, qui est souvent de ne pas lire les docs quand elles étaient encore imprimées sur papier, de ne pas lire les documentations électroniques qui sont maintenant livrées avec les logiciels, livrées soit à côté, soit intégrées. Est-ce qu'on ne peut pas envisager le risque que les gens ne lisent pas les tutoriels et donc que finalement on ait une approche minimaliste et réductrice de l'utilisation avec ce genre de concept qui par ailleurs me paraît très très intéressant dans l'esprit en tout cas, c'est-à-dire la méthode qui s'adapte de façon intelligente à l'utilisateur, mais à condition que l'utilisateur soit intelligent. Oui, mais justement, si l'utilisateur n'a pas envie d'apprendre, il ne va pas activer le mode tutoriel. C'est quelque chose de volontaire. Il l'utilise en mode normal. Voilà, il va faire en mode normal et puis il ne va pas s'intéresser. C'est seulement celui qui veut apprendre et qui veut le faire de manière pédagogique qui va se mettre à faire ça. Autrement, bah, oui, exactement. S'il veut ne pas avoir à apprendre quoi que ce soit, que ce soit là ou pas, les fonctions, il ne va pas vraiment s'inquiéter trop. Je pense. Oui, Daniel? Merci. Je pense à une autre solution, mais je ne sais pas si elle est réalisable sur le plan informatique. Est-ce qu'il serait bien possible que sur chaque page sur laquelle on travaille, quelle que soit l'activité, quel que soit le blog, peu importe, on ait en fait plusieurs visions possibles, comme un peu des calques qui se superposeraient. Donc le premier calque, ce serait un calque très rudimentaire, mais sans apparaître que des fonctions de base. Et au fur et à mesure de notre évolution dans l'activité, on devienne de plus en plus performant et qu'on puisse voir d'autres fonctions qui seraient masquées. Et c'est très compliqué à réaliser. Et l'avantage, c'est que ça évite d'installer et de faire des choix dès le départ, mais par contre, d'avoir au départ tout simple, et puis ensuite dans chaque bloc, dans chaque activité, découvrir progressivement de nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas fait apparaître au départ. Un peu comme justement un système de calque qui se superposerait, mais dont on ne verrait pas la totalité au départ.
D'accord, donc en fait, ça serait le créateur de cours qui déciderait quand les nouvelles fonctionnalités sont... L'utilisateur lui-même. Oui, bah, c'est en quelque sorte l'idée que j'avais. Le problème, c'est de trouver le mécanisme d'apprentissage qui va les conduire à choisir d'autres choses. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... Si les fonctions sont cachées, d'abord, il ne saura pas qu'elles sont disponibles, à moins qu'il entende d'autres utilisateurs qui en parlent et qui lui donnent envie d'en servir. Et donc, il ne va pas nécessairement aller les chercher. Donc, je pensais à avoir justement une liste, en catégorie des fonctions qui ne sont pas activées, avec des liens directement vers le tutoriel. Le tutoriel serait sous quelle forme? Eh ben, justement, il pourrait être sur plusieurs formes. Valérie parlait d'une chose dont j'ai pensé, qui serait d'avoir la plupart des tutoriels sur Moodle.org, donc en forme de cours, simplement un cours Moodle. Mais il y a ensuite le problème, si on veut apprendre comment se servir du forum, il ne faut pas que le tutoriel soit sous forme de forum. Voilà. Et si on n'a pas encore appris comment servir d'aucune activité, qu'est-ce qu'on va choisir comme support? Donc il y a des supports qui sont disponibles pour tout le monde, par exemple les vidéos. Les tutoriels vidéo sont bien, mais le problème c'est qu'ils vieillissent rapidement. Dès qu'il y a une nouvelle version, ils sont démodés parce qu'il y a des choses qui sont plus consistantes, quoi, plus cohérentes. Je crois qu'il est important de bien séparer, bien distinguer deux situations qui sont pas du tout les mêmes. Je viens de vivre une expérience désagréable d'avoir proposé un atelier dans un cours Google et de m'apercevoir que je n'avais pas du tout compris quel était le bon paramétrage. Et là, je crois que le module atelier, pour ceux qui l'ont vécu, on se dit, c'est très exactement la situation que tu dis. Il faut, pour arriver à comprendre ce que ça fait, il faut faire des tests. Il faut vérifier. La documentation est insuffisante. L'idéal, ce serait d'avoir quelqu'un qui vous tienne la main, qui vous montre. Toutes les activités Google ne sont pas de ce type-là. C'est-à-dire toutes n'ont pas une grande quantité de paramètres, donc on a du mal à comprendre l'effet de ces paramètres. Ce que je remarque autour du module GOT, je ne sais pas quelle était la commande initiale, et on a l'impression d'un module qui a été mûri pendant des années, et à un moment donné, une petite équipe a décidé de répondre à une succession de cahiers des charges. Mais je ne suis pas sûr que le cahier des charges ait été réfléchi collectivement. Peut-être que j'étais à côté du flux, je ne l'ai pas vu passer. Il y a une autre situation qui est totalement différente et qui est celle de l'enseignant qui veut prendre en main un nouvel outil et qui ne sait pas, qui ne connaît pas les paramètres. Il ne sait pas encore mesurer ce que cet outil lui permet de faire. C'est-à-dire, il est dans une situation où il connaît le notion de forum, mais dans Google, le forum, ça n'est pas un forum. Il y a tant de paramètres, tant de situations qu'on peut favoriser. Le glossaire, c'est pas un glossaire, c'est bien autre chose. Et donc, c'est pas un problème technique. Et donc, tu ne peux pas avoir une réponse technique. C'est ça que je veux dire. Si tu dis qu'il faut qu'on essaye de faire des modules, des activités qui soient le plus autoportés, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire avec la notion de tutoriel, c'est-à-dire une réponse procédurale à une question technique. Ça, ce sera possible. Et à mon avis, le vrai problème, c'est donner de l'appétit à des gens qui ne savent pas quels sont les saveurs possibles. Alors, en tout cas, je pense que l'approche, oui, c'est de faire aussi des leçons de tutoriel qui soient basées sur des cas particuliers d'utilisation. C'est ce qui manque beaucoup, justement. Par exemple, tu dis que certains modules sont beaucoup plus que seulement que leur nom indique, par exemple le forum ou le glossaire. La limitation, c'est qu'on n'a pas d'exemple facile à voir de ce que font les autres, à moins d'avoir un compte chez eux, quoi. Mais on voudrait avoir des vidéos. Oui. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup appris à l'utilisation de Moodle en regardant Fred Kay travailler. En quelques heures, avec quelques... Est-ce que c'est à notre portée d'avoir des caméscopes et de mettre en place une espèce de démonstration et de le mettre en pâture? C'est pas très facile en réalité. Il n'y a pas beaucoup de collègues qui soient prêts à s'exposer. La raison pour laquelle les enseignants, en gros, on est dans un univers d'enseignants, Google, c'est de la formation
partage si peu? Parce que partager, ça implique beaucoup de travail au-delà de ce qu'on a fait. Ça nécessite de le documenter, d'identifier dans quel contexte c'est utilisable, et puis ça expose au regard d'autrui, du collègue, de l'inspecteur, et on ne sait pas qui quand c'est sur le web. Et donc fondamentalement, il me semble qu'il y a un obstacle sociologique, psychologique, mais si on arrive à contrecarrer ça, je dirais, cette tendance à garder pour soi ce qui est bien, parce qu'on travaille sur l'aspect social communautaire, c'est-à-dire si on arrive à... Voilà, c'est pour ça que moi je crois plus à une approche, je dirais, je ne veux pas utiliser les gros mots, mais collective, communautaire, pour faire avancer les choses. Alors maintenant, si ton problème c'est de faire en sorte que aujourd'hui Moodle, ça devient un truc, plein de gens se demandent, ah, il y a un truc qui s'appelle Moodle, je vais regarder ce que c'est, et puis tu te retrouves tout seul devant ces énormes bazars. Si c'est ça le problème que tu as, effectivement, je crois qu'on n'a pas de réponse pour ça. L'outil n'est pas facile. Il y a... Alors, j'ai pensé beaucoup aux vidéos parce que récemment, il y a eu un effort énorme qui a été fait de la part d'étudiants dans le cadre d'un projet avec Google qui donc donne des projets aux étudiants pour les projets open source et qui donc a conduit à la création de beaucoup de tutoriels vidéo. Alors, un tutoriel vidéo n'a pas besoin de caméscope pour créer un tutoriel vidéo d'une utilisation de Moodle. Il y a seulement besoin d'un petit logiciel, c'est tout. Et puis un micro si vous voulez de la voix, mais on peut aussi faire sans voix. Donc je vais vous montrer quelques exemples, ils sont en anglais bien sûr, parce que les Français ne sont pas encore au courant. Je crois qu'il faut que je recharge la page. Alors ça c'est justement un des étudiants qui a créé un site qui regroupe ces vidéos qui en général sont mises sur YouTube. Ou YouTube. Ça, vous appelez ça comme ça ici. Alors, il y a des exemples de tout. Hein. Je veux dire, il y a des vingtaines de vidéos qui sont disponibles. Par exemple, il y en a une là pour le carnet de notes. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Si vous comprenez, si vous avez appris quelque chose et que vous voulez le faire partager avec d'autres personnes, une fois que vous avez le logiciel, ça prend 1 heure peut-être. 1 heure pour... parce que des fois, on fait des petites erreurs, on veut corriger un petit peu, quoi. Alors, celles qui sont très bien faites, l'étudiant en question est ici, justement. Celles qui sont très bien faites, les vidéos, elles ont aussi des annotations qui sont rajoutées après. Il y a plusieurs... moi, justement, pour ce projet, j'avais fait une petite entrée wiki qui donnait des règles simples à suivre pour que les vidéos soient de bonne qualité. Et là, justement, ça n'a pas l'air de marcher. Si tu veux, tu peux aller sur le site de Moodle. Tu vas dans l'atelier base de données. J'ai pris une démonstration d'une vidéo que j'ai réalisée pour l'atelier. Ah bah justement. Comment réaliser une base de données directement. Ah bah autant faire ça, puisque c'est un... Je ne fais que ça. J'utilise que ça dans ma formation. Bah, l'avantage des vidéos, bien sûr, c'est que tout le monde sait s'en servir. Tout en bas, c'était atelier plutôt, espace de formation. Voilà. On regarde la deuxième. C'est la troisième, non, c'est un peu haut. C'est là? Ah oui, bien sûr. Tu dois avoir un lien direct. Oui, c'est bon, je me connecte. Il n'y a pas de point, non. Donc c'est en bas de... Ah, je vois. Je sais pas si le son va passer. Hein. Donc c'est réalisé avec Wing. Je suppose que tu parles de Wing, toi. Ah, bah c'est une des solutions. Oui, elle marche bien. Puis c'est gratuit aussi. On va attendre que ça charge. On va pas chipoter. Jink? Est-ce que tu as donné l'information sur l'outil que tu as utilisé ou pas? Comme la séance c'est plusieurs jours, j'avais inscrit d'office tous ceux qui s'étaient déclarés intéressés par la théorie. On pouvait aller visualiser. Et pour tous les outils et les activités Moodle, j'ai réalisé ce genre d'animation.
c'est comme ça qu'avance aussi la science. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plutôt une carte conceptuelle, c'est-à-dire toutes les activités de Moodle, et bon, là il y a un travail évidemment théorique à faire, pour voir en particulier les ponts qu'il y a entre les activités. Je pense par exemple entre questionnaire, les feedback et puis les leçons, et avec cette page d'entrée, ensuite de mettre de la perspective derrière, soit par des vidéos, soit par autre chose, mais avoir je dirais une vision synoptique au point de départ, plutôt qu'une approche par un chemin séquentiel. Est-ce que c'est clair? Bon, j'ai compris les termes principaux parce que j'ai étudié la psychologie, mais... Tu viens d'arrêter la vidéo. En cliquant, tu l'as arrêté. Oui, je fais exprès parce qu'il y avait du son et je ne voulais pas que ça ressorte. Alors, on va montrer l'exemple de Daniel Métaux. Un certain nombre de documents En principe, je pars. structurés de la part de vos apprenants. À mon temps. Ça va être automatique. Ça part après ou pas? Commençons ça par va. activer le mode édition. Alors, il y a des boutons pour avancer sur la droite en bas. Ah d'accord, Ils ne ça... sont pas très visibles, mes boutons. je le vois. Je devrais mettre les boutons verts, ils sont plus visibles. Voilà. Et choisissons l'activité base de données. Donnons un nom à notre base et quelques indications la concernant. En bas de la page, un grand nombre d'informations sont importantes. Tout d'abord, le nombre de fiches que le participant doit obligatoirement créer. Ensuite, le nombre maximum de fiches que le participant peut remettre. On peut autoriser J'explique les différents paramètres. à faire des D'accord. commentaires sur chacune des fiches. Et afin d'éviter de placer n'importe quoi, D'accord. Donc voilà, un très bon exemple. Juste un petit détail. Donc, on va jusqu'au bout, on Ouais. crée la base, on met quelques fiches. Voilà. Mais la nouveauté que j'essaie d'introduire maintenant dans ces animations, c'est que je les rends interactives. En ce sens que quand la personne a compris comment on procédait, ensuite il est capable de le réaliser lui-même. Parce que j'ai simplement remplacé les boutons visibles par des boutons invisibles. Et je les ai placés aux endroits où il faut cliquer. Du coup, pour avancer, on est obligé de cliquer au bon endroit. Voilà. C'est gratuit, hein, c'est le logiciel gratuit. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je veux que les factures aux clients soient les plus faibles possibles. Wink. Oui, 2.0. D'accord. Alors, le retour est très positif. Hein. Ah oui. Ça va très bien, ça fonctionne bien. Mais il faut si on suit quelques règles simples pour la qualité du son, par exemple, Voilà, aussi du zoom. Enfin, il y a des solutions qui vont en fait filmer tout votre écran et tout ce que vous faites. Elles ne sont pas aussi interactives que Wink. Donc, si vous faites de la bonne qualité, c'est une très bonne façon d'apprendre, surtout les interfaces de Moodle comme ça. Le problème, bien sûr, c'est le vieillissement. Donc, il faut que dès qu'il y a une nouvelle version ou une amélioration, il faut mettre ces vidéos à jour. Ah oui, il peut tout faire. Ça, Oui. il y a un an, je fais que ça. En plus, c'est amusant à faire. Il y a pas la combien ouais. Et est-ce que cette collection de vidéos, qui n'épuise quand même pas le sujet, hein, c'est bien qu'il y a la question toujours de est-ce que l'enseignant va prendre le temps de... Et ce que vous dites, Christian, souvent c'est juste à temps, il a besoin de juste à temps. Moi je crois que à la question du gars qui ne veut pas s'investir, ou qui veut avoir le truc fait, on ne peut pas avoir une réponse tellement efficace. La pression elle viendra de son environnement et de ses étudiants. Non, oui, le fouet, mais le fouet, c'est pas forcément. D'abord, c'est pas une mauvaise pédagogie, le fouet. Le mot règle, ça vient de l'objet qui frappait ça. Donc, il y a des pédagogies qui ont ce. Mais enfin, on n'est pas trop dans cette optique-là. Donc, est-ce que ces documents, ils sont disponibles quelque part? Mettez-les à disposition. Quel est là Oui, avec client. Ah car maintenant, tu J'ai fait cadeau de celui-là parce qu'on m'a demandé d'animer l'atelier base de données, mais j'en ai pour
chaque module activité de Moodle. Donc, Oui, bien sûr, c'est disponible, mais c'est... tu cherches des clients. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'au prochain Model Mood, tu ne pourrais pas présenter tous les ateliers? Ça dépend pour les tours. Il n'y a pas besoin de venir si on voit les vidéos. C'est très bon marché, parce que j'ai une philosophie logicielle. Je fais tout dans la pédagogie et rien dans le technique. Donc c'est des tarifs sont très bas. Donc voilà en fait une solution pour démontrer l'utilisation des modules différents de Moodle, pour pas qu'on ait besoin de créer un nouveau module pour chaque utilisation spécifique, mais qu'on arrive à se servir de ce qui est déjà là et qui est déjà très flexible, et en même temps de démontrer les paramètres et les choses qui ont à premier abord l'air très complexes. Et par exemple, je vais vous montrer un exemple du carnet de notes. Ah bah je peux pas, puisque je ne suis pas administrateur non plus maintenant. Mais dans le carnet de notes, il y a des paramètres qui vont du niveau du site, qui passent ensuite au niveau du cours, et après qui ont aussi un niveau au niveau de chaque élément de l'évaluation. Et quand on est tout en bas et qu'on veut changer quelque chose, on trouve qu'on ne peut pas le changer parce qu'il faut d'abord aller au niveau plus haut, et on ne sait pas exactement où est-ce que ces paramètres plus hauts se trouvent. Donc il faut apprendre à se servir de l'interface, et les vidéos seraient... D'ailleurs, les vidéos qui sont en anglais expliquent comment faire ces choses-là. Il y a environ 25 vidéos qui ont été créées. Bon, Nicolas, tu peux. Je peux? Merci. D'accord, bah je vais pouvoir montrer parce qu'en fait il me reste une demi-heure. Je ne sais pas si on peut parler de tout ça pendant une demi-heure, mais je vais sans doute me déconnecter. Puis pendant qu'on est dans le carnet de notes, si vous avez des questions. Oui. Moi, ce que je voulais dire pour rejoindre un petit peu ton job, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a lancé Moodle dans la petite expérience, il a fallu que nous-mêmes, enseignants, on se réunisse, et qu'on se mette d'accord, parce qu'on avait construit un espace collectif de cours. Il fallait bien qu'on soit d'accord sur la façon de procéder. Il ne fallait pas que les étudiants se perdent sur des propositions très différentes de présentation de différents cours. Il a fallu qu'on codifie les différentes notations de cours, les définitions de cours, on les range dans les rubriques qui sont rubriques, donc on a eu tout un travail collectif à produire. Ça, c'est le premier point. C'est que je ne pense pas qu'on puisse faire que de l'auto-formation, et que chaque enseignant construise son cours et qu'on ouvre de façon intempestive des cours un petit peu partout, et que ce soit un petit peu très compliqué ensuite au niveau navigation à l'intérieur des différentes possibilités unités de valeur chez nous. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est au niveau de la réflexion, c'est de se dire qu'on bénéficie effectivement, au bout d'un moment, on se met d'accord sur des procédures, et je pense notamment tous nos enseignants ont le droit d'ouvrir des cours, et des cours. Mais ce qu'on aimerait bien, par exemple, lorsqu'on est d'accord sur un paramétrage type de cours, qu'effectivement on puisse avoir quelqu'un puisse paramétrer par défaut nos habitudes, et qu'éventuellement ceux qui veulent modifier puissent ensuite ouvrir. Parce que c'est vrai que lorsque les enseignants redémarrent ensuite, et qu'ils ont tous les paramètres, et ceux qui démarrent, ils nous paramètrent un peu de façon un petit peu intempestive certains cours, et ils ne sont pas OK avec une procédure pour laquelle tout apparemment en place. D'accord. Donc voilà, c'est cet aspect-là. Et moi, je suis d'accord pour définitivement, c'est d'abord un travail collectif. C'est pas faire un cours comme ça, et puis on juste faire toutes les choses, c'est pas possible. Parce qu'il y a quand même une unité pédagogique, semestre par semestre chez nous, etc. Et ça doit se construire progressivement. D'accord, très bien. Je pense même que on pourrait, dans certains cas, même brider Moodle d'une certaine manière, une fois qu'on est d'accord sur les limitations qu'on veut y mettre. Il faut des contraintes. Hein. Si on n'a pas de contraintes, justement, chaque professeur, chaque enseignant fait ce qu'il veut, et de la part des étudiants, c'est différent dans chaque cours. Et quelquefois, c'est uniquement par mégarde. Oui, tout à fait, oui, ils ne s'en rendent pas compte. Voilà, C'est l'histoire du bilan, par exemple, d'auto-inscription, c'est l'histoire thématique ou hebdomadaire ou je ne sais pas quoi, des listes comme ça, et puis on est obligé de reprendre, ce qui n'empêche pas qu'on se rencontre pour faire évoluer une procédure. Oui, donc là, on parle en fait de donner un
un aspect qui soit plus homogène au site entier, même si les enseignants peuvent changer certains paramètres. Je voulais savoir si à court terme, c'était pas possible de résoudre par un cours standard, sauvegarde, que l'on déploie déjà une sauvegarde de cours qui se redéploie comme un modèle, qui est un point de départ pour ensuite venir modifier, qui serait dans un point accessible dans lequel un prof qui crée un cours, il a une seule procédure unique, je prends le cours standard, je le restaure dans un nouveau cours et je démarre de là. Je ne sais pas si c'est moi qui vais vous répondre, parce que je ne suis quand même pas un administrateur très compétent, mais il me semble bien que dans l'administration Moodle, il y a des possibilités d'imposer un thème pour l'ensemble du cours. Et à partir du moment où vous avez imposé un thème, vous avez choisi un thème très simple, par exemple, si vous n'y connaissez rien dans les feuilles de style CSS, vous ne connaissez pas, le thème standard logo va vous permettre déjà de déposer un logo qui serait le logo unique de tout votre établissement. Et à mon sens, il devrait apparaître automatiquement dans tous les nouveaux cours avec le même environnement graphique. Je crois, je n'ai jamais testé, mais ça ne me semble pas compliqué à réaliser. Je peux? Là-bas, et après, J'ai essayé, bon, au début, je utilise Moodle depuis pas très longtemps et je me suis rendu compte qu'au début, j'avais très envie d'avoir à disposition des tutoriels dont vous parlez, mais maintenant, depuis un an, j'essaie de faire mes propres tutoriels pour mes propres étudiants et je me rends compte qu'ils sont, tout ce que j'ai fait, c'est périmé. Parce que moi j'évolue, Moodle évolue, et dès que c'est fait, pratiquement, c'est terminé. Alors je ne sais pas vraiment si on peut avoir, sauf pour des choses vraiment de base, très simples, et je dirais aussi très bien fait, parce que j'ai vu sur Internet des tutoriels Moodle qui étaient faits, je pense, par des étudiants, qui étaient très mal faits. Ah oui. Extrêmement mal faits. Il a fallu que je les évalue tous. Plein de bonne volonté. Et je pense que pour faire un bon tutoriel, il faut que ça soit fait à plusieurs, il faut être testé, il faut que si c'est compréhensible par le public qui doit l'utiliser. Et bon, tout ça, ça prend du temps. Et 6 mois plus tard, il y a une autre version de Moodle où on fait un type de cours différent. Et je suis prête à partager mes tutoriels, mais je pense que c'est très vite terminé. Oui, moi je suis d'accord, j'en ai parlé avant, ça dépend du degré de spécificité du tutoriel. Si on veut démontrer ce que l'on peut faire avec un module, ça va rarement être périmé, parce que même quand il y a l'évolution, on enlève rarement des possibilités au module. Donc on peut toujours, peut-être qu'on ne pourra pas le faire exactement de la même façon, mais au moins on aura l'idée qu'on pourra faire cette chose-là avec un module. Mais c'est vrai que en général, les tutoriels, c'est toujours pareil, c'est celui qui le crée qui en bénéficie le plus. C'est vrai. C'est toujours Et pareil. il y a autre chose que je voulais dire, qu'il y a deux types de tutoriels flash vidéo. C'est très utile pour comprendre globalement. Mais quand on veut ensuite faire soi-même, il faut quelque chose qu'on puisse imprimer et suivre pas à pas. Il faut toujours deux tutoriels. Un pour moi, un flash et un autre avec des copies d'écran et écrit noir sur blanc, d'abord cliquez ici, cliquez là, etc. C'est pour les gens qui vraiment débutent. Oui, je suis d'accord. Et ce que je trouve qu'un peu qui manque dans la documentation Moodle, c'est trop cérébral, comme c'est fait actuellement. Il n'y a pas assez de visuel pour les gens comme moi, je ne comprends pas toujours. Oui, la plupart des documentations de Moodle sont écrites par les développeurs. Oui. Et donc, moi, je suis développeur, par exemple, et je sais très bien que ma vision du carnet de notes, elle est très différente de celle des enseignants. Bien que je commence à m'y faire.
Mais c'est vrai que on ne va pas demander aux enseignants de décrire la documentation Moodle. Non, Non mais il y plus. a un métier qui est l'interface entre les développeurs et les utilisateurs qui savent décrire quelque chose qui a été développé du point de vue de l'utilisateur. Que le développeur, souvent, ne sait pas faire. Ouais, Il mais- n'a pas le temps de faire. Voilà, est-ce qu'ils sont pas payés par Moodle.com? Ouais. Oui, tout à fait. Il y avait quelqu'un d'autre? C'est vrai? Si je vais en profiter pour rajouter un petit mot par rapport à la documentation, il est vrai que la documentation Moodle actuellement est très orientée, je dirais, page par page, qui correspond à ce qu'on va voir sur une page Moodle, mais qui ne va pas forcément correspondre à toute une démarche. Ça, c'est un élément qui manque actuellement. On avait eu une réflexion il y a quelques temps sur les forums Moodle, sur l'idée, en gros, d'exprimer un besoin pédagogique d'un enseignant qui dirait, par exemple, je peux faire rédiger un document de manière collective par mes élèves, comment est-ce que je peux faire? Et ensuite, de faire correspondre les différentes réponses qu'on pourrait apporter. Dire, par exemple, utiliser le wiki avec tel ou tel mode, sans forcément rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais en renvoyant après sur les différentes pages de la documentation existante. Alors c'est vrai que ça, pour l'instant, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui serait effectivement très intéressant pour tout le monde dans la communauté, mais pour que ça puisse exister, il faut effectivement que tout le monde vienne y contribuer. Je dois dire par rapport à la documentation qu'on n'est pas du tout obligé de se contraindre à respecter ce qui se fait sur la documentation anglaise. On peut tout à fait rajouter les pages que l'on souhaite. Donc il n'y a aucun problème à ajouter ce genre de choses. Et de la même manière, ce n'est pas forcément parce qu'on est un utilisateur expérimenté de Moodle qu'on va pouvoir forcément mieux contribuer à la documentation. Il serait très intéressant également que des gens qui découvrent Moodle viennent justement faire part de leur expérience et montrer leurs trucs et astuces avec une vue, une vision de débutant. Merci, c'est vrai. Je crois que c'est tout. Ah, voilà. Oui, quand je suis rentré dans la salle, je revenais de la table ronde des systèmes d'information à Moodle et j'ai entendu quelqu'un qui parlait des profs qui modifiaient les paramètres du cours, et que ça gênait les administrateurs. Comme je suis à la fois prof et administrateur, je vais peut-être vous donner mon avis. Dans les micros, donc comme je suis à la fois prof et administrateur, il y a un problème qui nous gêne énormément, c'est le champ ID number. Moodle a la très bonne idée de le conserver, de le stocker, mais a la très mauvaise idée de permettre aux profs de le modifier. C'est-à-dire qu'ensuite, la synchro avec le système d'information que nous avons péniblement réalisé est ruinée. Donc, une demande pressante de la table ronde système d'information et que ce champ soit en lecture seule pour les enseignants. C'est-à-dire que dans la page paramètres, il y a certaines informations que les enseignants ne puissent pas modifier. Sauf le droit, comme vous le faites avec le champ étudiant, idée de valeur de l'étudiant, qui n'est visible nulle part, mais qui est extrêmement facile. Il suffira de changer le code et de changer la permission, là, le rôle. Ouais, on peut cacher tout ce qu'on veut comme ça. Oui, c'est ça, c'est pas grand-chose, c'est pas difficile. Il y a plein de gens qui vont dire que c'est facile, tu mets un read-only dans la valise HTML, bien entendu, mais enfin voilà, c'est des retours qui supportent pas la... Moi, je pense qu'il vaut mieux cacher que documenter. Parce que documenter, c'est ça qui est caché, quoi. Ça, c'est quelque chose qui casse complètement toutes les synchros avec les SI extérieurs. D'accord. Voilà. Ah, je sais pas, quelqu'un. Il a encore envie de parler. Je viens de comprendre à concept idée de jeu. Non, je n'ai jamais éprouvé le besoin, car j'ai jamais essayé de faire de synchronisation entre et là, je ne comprends pas. Alors, si ce soir avait été caché, on ne pourrait pas parler et je n'aurais pas pensé à quelque chose.
Au moins quelqu'un a appris quelque chose. Oui. Alors moi, c'est juste pour aborder un autre sujet, c'est un petit peu par rapport au carnet que j'ai compris. J'ai cru comprendre que ne prenait pas en compte des modules score, donc des remontées score. Oui, c'est tout à fait vrai. Et alors, je suis très très étonnée en fait que dans tout le Moodle Meet, on n'ait pas du tout abordé le score du Moodle. On n'ait pas du tout abordé cette problématique. Bon, en fait, la question était posée dans les deux sessions précédentes du carnet de notes. Et à chaque fois, j'ai donné la même réponse, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de personnes qui soient en charge, qui maintiennent de façon active le module SCORM. Alors, oui, j'ai entendu ce problème qui est un problème pratique. Oui. Il me semble qu'il y a un problème d'intérêt, c'est-à-dire qu'au sein de la communauté, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de volonté d'aller vers SCORM, de travailler que ce soit avec un note ou que ce soit avec des modules de SCORM. Donc, moi, la question, elle est au niveau du nombre d'intérêts pour SCORM dans la communauté Moodle. La communauté Moodle, c'est nous, c'est tout le monde. Donc, moi, je ne peux pas parler pour tout le monde. Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec SCORM, puisque je suis un programmeur et on ne m'a pas demandé de travailler dessus. Donc, c'est tout, ça s'arrête là pour moi, quoi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très actives dans la communauté, donc peut-être deux personnes qui la réponse. Oui, s'il y en a qui est-ce qui travaille avec SCORM? Oh, j'aurais pas dû demander ça. Qui a entendu parler de HTML? Levez la main. Qui a entendu parler de HTML? Et du web? Ah, ça par contre, non. On est exactement dans la même problématique. C'est-à-dire, en gros, c'est une norme pour des gens qui ne sont pas des enseignants. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la notion de parcours. Parcours pédagogique, ça c'est intéressant. Que ce soit capturé par SCORM ou par n'importe quel autre avatar, moi je m'en fous. Ce que je veux, c'est être capable d'exprimer un parcours. Et ces normes, elles sont trop lourdes pour que je les comprenne. Alors si tu me produis, tu me donnes un outil qui fabrique à mon insu du SCORM, et que ce SCORM, je peux après l'intégrer dans une autre plateforme, pourquoi pas? Et moi j'ai fait des tests, j'ai utilisé Eudokeos, ou Eudokeo, je crois, ou comme ça, c'est très bien, ça permet de déparcourir. Et ensuite, j'essaye de l'intégrer dans Moodle, et je ne sais pas où ça marche mal, ça marche bien, mais bon, ça peut marcher, des fois ça marche pas. Je travaille avec Caroline, qui a la notion de parcours, j'exporte au format SCORM, je le mets dans Moodle, j'ai plus de boulot que si je l'avais réinventé. Donc, excusez-moi, SCORM c'est bien pour les gens qui sont des professionnels, pas pour les enseignants. Justement, moi je suis pas du tout technique. Si ça fonctionne mal dans le niveau Moodle, le problème vient de Moodle. C'est pas parfait, SCORM, c'est sûr. Mais justement, moi j'essaie de me positionner du côté de l'enseignant qui va investir du temps pour créer ses modules de formation, pour créer des modules plus pédagogiques. Donc il y a quand même des outils un peu plus avancés au niveau activité pédagogique que Moodle. Et si un jour on décide de changer de plateforme, on ne sera peut-être pas fidèle toute la vie de l'université à Moodle, ils auront la nécessité de refaire toutes leurs activités. Et là, ça me pose problème. Mais écoutez, le SCORM, les plateformes sont complètement SCORM, certes. Et je crois qu'il n'y a aucune plateforme qui implémente 100% de SCORM. Chacun implémente un petit bout. Et c'est bien qu'il n'y a pas de compatibilité. Pratiquement pratique, non. La compatibilité, c'est une chose, la différence des remontées de résultats, c'est hyper complexe. La norme, elle est très très longue. L'idée, c'est de facilement
y avait tant de problèmes sur SCORM qu'il n'y aurait aucun logiciel auteur privé qui ferait des logiciels auteurs compatibles SCORM, des exports SCORM. C'est plus politique qu'autre chose. Hein. Un peu sur les tutoriels, on parlait d'Alibretto tout à l'heure et puis également Linux Johnson. Par rapport notamment au type de votre intervention, surtout en focalisant sur le mot interface. Donc cette année, le référentiel du métier ITRF a créé un nouveau métier qui est le type d'études en technologie d'information, donc qui est vraiment l'interface entre, dans le cadre de l'ETIS, plus largement, mais typiquement dans l'enseignement à distance et encore plus spécifiquement dans l'usage de Moodle, a créé dans ce nouveau métier pour permettre l'interface entre les étudiants et les outils justement pour développer justement l'enseignement avec les nouvelles technologies. Dans ce cadre-là, donc, on est amené à réaliser des tutoriels qui envoient des initiatives indiquent par exemple à Paris 5 Descartes qui a une médiathèque en fait, on peut trouver des tutoriels en PDF, en flash qui sont accessibles, d'autres initiatives, ça et là en France, en Suisse, je voulais poser la question suivante à la communauté. Est-ce qu'on peut imaginer, et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, donc, à l'évoquer tout à l'heure, la possibilité de peut-être mutualiser, donc comme ce que proposait M. Gomez hier, quand il a parlé du référentiel de compétences pour l'usage du modèle, référencier des ressources de type tutoriel qui soient moins complexes que ce qu'on peut trouver dans la documentation, qui est élaborée généralement par les développeurs, les informaticiens, et qui n'est pas forcément accessible aux utilisateurs, enseignants ou aux administrateurs non informaticiens des plateformes web. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un effort collectif? Alors, Monsieur Fruté parlait tout à l'heure de gros mots, avec le mot collectif, mais de mutualiser justement ces réflexions dans l'élaboration des tutoriels et de mettre à la disposition de la communauté par le biais peut-être de la documentation sur le web.org en français. Alors, si les personnes ont des idées dans leurs institutions par rapport à la création de type d'outils, là je n'adresse plus à la méthode parce qu'il est dans le privé maintenant, donc faire ces tutoriels pour ses clients comme il l'a dit. Par contre, au niveau de la communauté des modeleurs, ça serait, je pense, une bonne chose que de mettre à disposition ce type d'outils pour l'apprentissage de Moodle à destination, encore une fois, des enseignants en autoformation par exemple, ou en contexte de formation qui sont dispensées dans le cadre des universités et des institutions, à destination des étudiants et aussi, comme je le disais, des administrateurs non informaticiens qui n'ont pas du mal dans le paramétrage tout simplement dans l'usage du paramétrage numérique de la plateforme. Donc voilà, je suis prêt à récolter toutes les bonnes initiatives donc, dans ce sens. Je pense qu'on pourrait peut-être faire un recueil de bonnes pratiques, éventuellement une charte graphique et une charte de conception pour faire ces tutoriels. Parce qu'une fois qu'on a créé un écran sur le plan ergonomique qui fonctionne, c'est pas la peine de réinventer le monde et on pourrait rentrer dans cette charte graphique. Notamment tout à l'heure on l'a vu par exemple quand on passe d'un écran à l'autre, quand on montre un écran dans un écran, on travaille un peu en habit, mais parfois on n'a pas bien conscience qu'on est dans un écran. Donc là, ça demande quelques petits éléments graphiques qui permettent d'identifier le fait de faire des flèches de couleurs, etc. Une fois qu'on a mis en place un tutoriel type, les autres peuvent s'intégrer dans ce type de tutoriel. Et s'il y en a qui s'intéressent, je vais bien travailler avec eux parce que c'est en partie mon métier. Alors voilà. Rendez-vous sur Moodle.org. Il va falloir qu'on finisse parce que le sujet est tellement ouvert en ce moment qu'on risque de ne pas finir.
Étienne n'a pas encore eu une chance de parler. Moi, je regarde sur le score. Je suis en train d'explorer l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Opal, qui est basé sur ScenariChain pour le développement de ressources. A priori, on a abandonné l'idée de l'utiliser pour développer des activités, plutôt utiliser des activités Moodle natives. Mais ce logiciel génère des paquets scores, mais il génère du score Moodle, du score online, du score, je ne sais plus quel autre logiciel, ce qui me semble illustrer et le fait que chaque logiciel a son score à lui. C'est un peu contre-productif en fait, parce que ce n'est pas du tout l'objectif de score en fait. Je ne suis pas sûre que ça soit contre-productif. Je pense que quand même ça laisse une porte ouverte. Mais effectivement, moi je travaille sur peut-être l'intégration de l'Opal dans notre université. Le problème, il vient des plateformes. Donc, ça serait les plateformes qui s'intéressaient un peu à ce qu'on pour faire le pont avec ces logiciels auteurs. Donc, c'est pour ça que je pose la question ici. Les logiciels auteurs font le pas de se mettre à ce standard, qui n'est pas si petit et inutilisé que vous semblez le dire. Ça m'étonne quand même au bout de nombreuses années. En tout cas, je pense que c'est aussi un point important de développement pour Moodle, pour trouver un Moodle partenaire en France. Parce qu'un Moodle partenaire va avoir besoin de financement et nous n'avons pas le trouver auprès des universités. Les universités ont un budget limité peut-être pour faire appel aux entreprises. Par contre, si Moodle est utilisé dans d'autres entreprises pour la formation à distance, dans ce cas-là, les entreprises vont être intéressées pour devenir Moodle partenaires. Sauf que dans le privé, score est incontournable. Un client n'acceptera pas un contenu produit sur un logiciel propriétaire, sur un SMS propriétaire. Alors rendez-vous dans un an pour la suite à cette discussion, parce que là il faut qu'on conclue. Merci de vos contributions. C'était le but de cette présentation, c'était de susciter justement des idées pour améliorer l'ergonomie, la flexibilité en même temps de Moodle. Et j'espère qu'en relisant, en écoutant encore la vidéo plus tard, on pourra en tirer des idées. Merci beaucoup.